c'est magique. C'est magique, c'est magique, c'est magique. Bien, bonsoir. Alors Patrick m'a demandé de conclure cette journée. Vous voyez, quand on conclut, on fait peut-être des fois ce mouvement-là, mais en même temps en ouvrant. Je vais essayer de faire les deux. Je me suis quand même posé la question en me disant, finalement, de quelle place je vais proposer cette conclusion pour ouvrir. Alors, je pourrais bien sûr la proposer de ma place d'universitaire. Bon, ok. Produit de la connaissance, on forme sur ces questions. Mais j'ai appris au moins une chose, que quand on est expert de quelque chose, on a au moins la responsabilité de savoir qu'on ne sait presque rien sur tout le reste. Voilà. Donc ça me paraît essentiel. Donc je vais vous épargner de déployer les beaux modèles, des analyses sur le sujet. Alors, vous pouvez parler d'une autre place, c'est qu'un jour j'ai dit à mes étudiants, écoutez, là pendant quelques années, j'ai accepté une expérience, c'est de faire des TP, et de faire des TP sur le territoire en prenant une responsabilité sur ce territoire, d'élu territorial, pour m'immerger complètement et voir ce que ça fait d'être au-delà d'un projet d'innovation, d'un projet de création d'école, d'un projet de création de labo, et de voir ce que ça fait d'être dans la société, et puis au quotidien, de voir comment on peut finalement contribuer aussi au bien-être de tout un chacun, peut-être transformer ou contribuer à transformer le territoire. Ce fut une belle expérience. Au bout de 3 semaines, je me suis dit, je reste ou je pars. Qu'est-ce que je fais là? Et je me suis dit, je vais en faire un exercice de développement personnel et je vais considérer que c'est un TP comme mes étudiants et je vais voir ce que je peux apprendre de ça. Alors j'ai quand même fait du LTP pendant 13 ans, hein. C'est que j'avais beaucoup de choses à apprendre. Et puis ensuite, en arrêtant la moitié de mes activités finalement, mais c'était presque 2 activités entières, eh bien j'ai eu un peu le syndrome comme quelqu'un qui prenait sa retraite. Sauf que je restais à la moitié de l'activité, c'est que j'ai commencé à avoir des douleurs qui remontaient. Voilà, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Alors c'est là que j'ai commencé à découvrir, il y a 1 an et demi, 2 ans, je suis allée aux ateliers de Patrick faire un peu de sophrologie. Voilà. J'ai dit, mais c'est intéressant ce truc, parce que finalement, sophrologie, à la fois... Alors, bien sûr, j'ai déjà créé une école en ouvrant les ingénieurs à toutes ces pratiques dites de développement personnel. Mais voilà, comme le disait Jean-Pierre Aupert ce matin, ça va un peu dans tous les sens, on essaye de recentrer. Mais là, ce que j'avais trouvé en explorant un tout petit peu sur ces quelques ateliers avec Patrick, c'est que finalement, c'était une discipline déjà qui intégrait pas mal de disciplines. Ça me cause, moi qui suis plutôt systémicienne dans la pratique. Et puis, deuxième élément, que ça avait une forme de rigueur, et que ça s'appuyait sur de la phénoménologie. Donc je me dis, tiens, c'est pas tout à fait farfelu cette affaire. Voilà, et donc je suis une récente et jeune praticienne, donc voilà, peut-être pas totalement avertie, mais quand même, je me suis dit, il y a certainement des liens à faire. Voilà. Donc autant vous dire que la place que je vais prendre aujourd'hui, c'est cette place-là. Vous voyez, j'ai pas mis le logo de l'Université Lorraine, voilà mon logo. Ce côté un peu extraterrestre. Alors je suis sûre, j'en ai reconnu en les sent. Il y en a dans la salle qui se sent extraterrestres, c'est-à-dire parfois sans que vous posez un autre regard sur le monde, vous sentez décalé par rapport à certaines situations, vous aimeriez bien contribuer. Ah, j'en vois déjà une, il y en a d'autres. Ah, voilà, levez la main. Toi, t'as intérêt à lever la main, hein? Toi aussi, hein, je te connais. Donc vous voyez, finalement, la communauté extraterrestre, elle est assez importante, hein. Et je trouve que c'est, voilà, donc c'est cette place-là que je vais vous parler ce soir, et non pas du tout de la place du professeur. D'ailleurs, je vais remettre mon badge, parce que, voilà, que cette énergie ne vibre pas trop sur moi aujourd'hui. Alors, j'ai dit à Patrick, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer une petite expérience? Voilà, pas une expérience extraterrestre sur les terriens, rassurez-vous. Simplement une petite expérience, un petit peu dans l'idée d'une expérience au sens sophrologique du terme, parce que sur cette question de l'écologie personnelle et du développement durable, eh bien, chacun a un bout de la solution. Donc je ne vois pas pourquoi, moi, universitaire, je viendrais vous proposer des éléments de solution. Et si on construisait ça en intelligence collective?
Alors c'est très simple, hein, l'intelligence collective, vous avez tous un petit bout de la solution. Alors la démarche que on va vous proposer, parce que j'ai déjà évoqué Patrick, qui a accepté de nous amener à monter nos niveaux de conscience et de travailler de la place plus sophronique, hein, c'est ça qu'on dit Patrick, hein, c'est toi le chef en sophro. Hein. Non, pas tout de suite, mais c'est bien de cette place-là que tu vas nous faire travailler tout à l'heure. Hein, voilà, ok. Donc, moi, je ne ferai qu'apporter quelques éléments pour ouvrir, hein, des éléments qui pourront provoquer des réactions. Vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que je raconte, hein, puisque je vais rapporter des propos, je ne vais pas faire des modèles, mais je vais rapporter des tendances, etc. Donc, vous pourrez être d'accord ou pas d'accord, mais ça peut, en tout cas, vous apporter des éléments pour contribuer après. Et puis, je vais avoir 3 complices, 3 facilitateurs. Donc, Dominique, qui est là, donc un extraterrestre. 2e membre du club extraterrestre, Régine. Et puis la 3e, Carmen. Ah ben voilà, ils se regroupent, hein, c'est normal, ça se regroupe. Hein. Et là, vous voyez, il y a 1, 2, 3 espaces. Et en posture érigée, Patrick, hein, pendant 15 minutes, autour de ces 3 facilitateurs, eh bien, vous contribuerez. Et puis on verra ce que ça produira. Alors bien sûr, je vais poser des éléments de contexte. Puis après, je vous proposerai une question et on verra ce qu'il en sort hein, et comment, sur quoi s'ouvre cette fin de colloque. Ça vous va? Vous êtes prêts hein, à vivre l'aventure? Bon, on ne sait pas trop. Hein. Quand j'en ai parlé à Patrick, il m'a regardé comme une extraterrestre, mais j'ai l'impression qu'il est aussi extraterrestre. Hein. Donc Patrick, je vais dans un premier temps ouvrir un peu le sujet et revenir déjà sur les termes. Parce que quand on parle d'écologie personnelle et de développement durable, alors je ne vais pas éclairer toutes les définitions sur tous les termes, c'est sans fin. J'en ai pris quelques-unes juste pour provoquer un petit peu. La notion d'écologie. Quand on parle d'écologie, on pense souvent parti politique, on pense militantisme, etc. En fait, l'écologie, c'est une science. C'est une science très simple qui étudie les systèmes vivants et notamment qui a ce parti pris de travailler les interactions entre toutes les composantes du système et du système avec le milieu, voilà, dans lequel ils vivent. Et puis on pourrait tirer tous les fils et aller regarder toutes les acceptions de ce terme. La notion de personne, écologie personnelle. Alors j'ai simplement pris pour provoquer juste une définition de Singer qui dit une personne, c'est quelqu'un qui a conscience et qui peut se contrôler, qui a conscience de soi. Vous voyez, tout à l'heure, on en parlait au niveau de la douleur, conscience de soi et contrôle de soi. Hein, qui a le sens du futur, qui a le sens du passé, et qui a en capacité de rentrer en relation avec les autres. Vous voyez, ça vous rappelle peut-être pour les sophrologues des trucs, hein, hein, conscience du passé, du futur. Hein. Et puis en même temps, l'être humain serait... simplement l'effet d'espèce, hein, un être humain, c'est un homo sapiens sapiens, donc vous voyez que la référence là, c'est les chromosomes. Alors simplement le fait de poser ces 2 définitions, si on prend par exemple ces 2 définitions, c'est pas neutre, parce qu'on peut se poser une question, est-ce que le fœtus c'est une personne, etc. etc. Hein, donc derrière il y a d'autres définitions, il y a d'autres courants de pensée, et je vous dis, et je vous pose ça simplement pour vous dire, ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Allez explorer par vous-même. C'est pas le titre et la qualité de l'expert que vous devez croire. C'est peut-être que ça vous amène à aller explorer et rechercher derrière. Ah, moi je vous ai mis celle-là, mais ne vous arrêtez pas à celle-ci. En tout cas, moi je ne le ferai pas. En plus, la notion de développement. Monsieur le Président du Conseil de développement de la métropole. Développement. Développement, alors quand on parle de développement, on peut parler de progrès, d'amélioration, d'évolution, mais au fond, quand on parle de développement durable, de quel développement on parle? Est-ce qu'on parle de faire des choses pour la planète tout en gardant le développement du PIB? Est-ce qu'on va s'intéresser à développer ce qui est essentiel pour nous, pour l'être humain? De quoi il s'agit, hein? Est-ce qu'on va travailler à développer l'équilibre de notre planète, vue comme un système vivant? De quoi on parle? On peut se poser la question, un développement durable. Bon, une fois, il y a un étudiant qui m'a dit, c'est du foutage de gueule, excusez-moi, hein,
Pourquoi on n'a pas traduit sustainable development, le développement soutenable? Voilà, ça peut amener ce genre de réflexion. Le développement de quoi? Et puis le durable, là aussi on peut se demander qu'est-ce qui est durable. Est-ce que c'est le modèle économique, cette logique d'indicateurs autour du PIB, etc. Qu'est-ce qui est durable? Voilà, donc dans les termes et les propos qui sont tenus sur ces questions, ça peut être un peu troublant. En tout cas, vous avez matière déjà à vous interroger. Alors quel autre éclairage? Parce que finalement, on parle de biotope. Qu'est-ce que c'est qu'un biotope? Je définis parce qu'on va peut-être en reparler. Ça caractérise un milieu. Alors on peut caractériser le biotope humain avec 5 éléments qui sont nécessaires à la vie, ok. C'est un type de lieu de vie. Voilà. C'est un type de lieu de vie pour des systèmes qui sont des systèmes vivants. Alors ça peut être des petits systèmes, hein. Ça peut être des tissus, ça peut être des organes, etc. Donc ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes le biotope. Hein, Jean-Pierre nous le précisait ce matin, nous sommes le biotope de plein de trucs. Hein. On a un beau biotope. Voilà. Donc notre corps est un biotope, comme la planète. Voilà. Et puis on parle d'écosystème dans cette approche d'écologie, c'est plus que des systèmes, parce que c'est l'interaction entre des éléments, mais c'est l'interaction entre les éléments autour de quelque chose, autour d'un sujet. Par exemple, l'écosystème du maïs, on pourrait parler de notre écosystème à nous. Alors on a notre écosystème au travail, on a etc., notre écosystème personnel, mais notre écosystème de vie, c'est quand même ce biotope-là. En tout cas, l'écosystème fondamental. Autrement dit, il n'y a pas de séparation, je pense que ça vous paraît tous évident, entre ce que nous sommes et le biotope qui nous permet de vivre. Or, vous avez peut-être entendu déjà, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien pour notre planète? Puis il y en a qui disent, bon, la planète ça va, mais moi j'ai des problèmes, d'abord. Puis on ne fait pas le lien en disant, tiens, si je gérais ça, peut-être que la planète, c'est quand même très fortement interrelié avec moi, avec ma santé, et même la durabilité de notre espèce. On est un peu schizophrène. Non, vous ne trouvez pas? Et on a entretenu cette séparation entre ce que nous sommes, nos besoins, nos attentes, et puis la planète, papillons, etc. En fait, c'est notre biotope, et nous sommes dans une approche très interreliée. Alors, autre élément sur le sens du développement, tout ça pour vous ouvrir, vous voyez que je pars tous azimuts, comme on dit. Il y a une évolution quand même qu'on a notée depuis la fin de l'artisanat et le début de l'ère industrielle, c'est qu'on a dans un premier temps eu une approche centrée technologie, push technologique, par exemple l'industrie automobile en est un bel exemple, et puis on a essayé de développer des marchés pour pouvoir développer ces technologies. Et si on prend Ford, etc., l'organisation scientifique du travail, on voit comme la construction de la connaissance, la physique en est un bel exemple, pour découvrir le monde qui nous entoure, on a d'abord décomposé les choses. Donc cette pensée cloisonnée, elle vient de loin, elle vient de l'exploration et la manière dont on a exploré le monde à un certain moment, pas de tout temps, et puis surtout de l'organisation industrielle. Et aujourd'hui, effectivement, on a un monde qui reste encore cloisonné. Les bulles d'expertise, par exemple. Moi, une anecdote, la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un étudiant, c'était des masters multidisciplinaires, il y a un étudiant qui est un urbaniste qui a déjà 10 années d'expérience, dans son groupe il y avait un géographe, il y avait un ingénieur, etc. Et tout d'un coup il dit, devant ses camarades, ah, mais si en tant qu'urbaniste on associait des géographes, ça pourrait être intéressant. Vers ses camarades géographes. Vers. Disant, mais comment pour les urbanistes on n'existe pas? Et alors je pose la question au géographe, il dit, mais est-ce que vous associez des sociologues dans vos diagnostics? Ben non, c'est faire. Voilà. Et l'histoire, le monde est ainsi construit. C'est comme un urbaniste qui dit, ouais, ben moi je sais construire un parc urbain, je vais vous faire le meilleur skatepark qui va bien, skatepark pardon, qui va bien. Et puis quelqu'un lui dit, mais on pourrait peut-être associer les spécialistes du sport santé, pourquoi pas les kinés, pourquoi pas les usagers, accessoirement, parce que voilà, ça peut permettre d'adapter un peu plus au public, aux pratiquants, puis surtout de le faire évoluer. Il n'a pas bien aimé, mais il l'a fait quand même. Il l'a fait quand même, c'est possible.
Donc on a des approches cloisonnées, hein, très centrées sur le marché. Et puis depuis les années 90, ça a un petit peu évolué. On a eu des approches anthropocentrées, centrées sur l'homme, son bien-être, ses qualités, ses attentes, ses besoins. Donc il y a toute l'approche user experience, donc utilisée sur les besoins de l'homme, au sens avec un grand H, hein, de ma part je peux me le permettre. Simplement, vous remarquerez que on n'a pas forcément le lien, donc on a des besoins très centrés sur la nature humaine, puis de l'autre côté on fait de l'écologie pour la planète. Hein, ça c'est un peu le modèle intermédiaire dans lequel on est. Donc on est quand même un peu schizophrène, dans une période un peu schizophrénique. Et puis il y a quand même une évolution qui se met en place. Donc ça c'est l'approche systémique, quand même, c'est déjà pas mal, hein. L'écologie c'est très systémique, l'approche par l'usage et le besoin c'est très systémique, ok, ça marche bien. Et puis on a une approche écosystémique, c'est-à-dire qu'on met la vie au centre. Ça n'a l'air rien de dire la vie au centre, hein. Mais essayez d'y penser dans tout ce que vous allez concevoir. Alors vous êtes déjà bien placé pour le faire, mais comment on met la vie au centre? Moi j'ai eu des étudiants qui travaillaient sur quelle technologie pour maintenir le plus longtemps possible des personnes âgées, vieillissantes, en santé, chez eux, etc., dans leur chez-soi. Et donc ils ont vu des médecins, ils ont vu des personnes qui accompagnaient les personnes âgées au quotidien, ils disent mais finalement les différents experts ils ne sont pas d'accord. Certains voient la personne âgée comme une personne avec des difficultés, des déficiences, des problèmes qu'il faut alléger, faciliter, et les autres voient une personne riche d'expérience qui pourrait encore apporter quelque chose à la société. Alors on est où? Eh bien, et si, au-delà des besoins fonctionnels pour atténuer les fragilités, on y introduisait dans les solutions ce qui peut être attendu par la personne vieillissante, déjà de la beauté. Regardez comme les trucs pour les personnes vieillissantes sont moches jusqu'à présent. Alors on nous dit c'est les coûts. Faux. On peut faire de très belles choses sympathiques en y mettant ces dimensions qui est la beauté, qui est l'amour, qui est le respect, l'intimité, etc. Donc il est très important pour nous aussi de former ceux qui vont concevoir le monde de demain à mettre la vie au centre, hein, et considérer que c'est autour de ça qu'ils vont construire les solutions. Alors on y va, hein, doucement, mais pour le moment on est quand même majoritairement dans un modèle schizophrénique. Autre élément pour nourrir votre réflexion, la question des limites. On en est où aujourd'hui, hein? Tout le monde a entendu parler des 9 limites pour la planète, voilà, bon, ça aussi ça peut discuter, mais n'empêche, si on prend ces limites, c'est les limites de quoi? Alors on a le changement climatique, la biodiversité, l'extinction des espèces, la déforestation, les cycles de l'azote et du phosphore. J'ai mis ça en rouge parce que là, les données convergent, on a déjà dépassé la limite de l'équilibre du système. Après il y a l'acidification, les teneurs en particules, l'atmosphère, la pénurie en eau, etc. Là on est limite. L'affaissement de la couche d'ozone, la tendance est à l'amélioration. Je dis bien la tendance, je n'ai pas dit que ça va se continuer. Et il y a l'introduction sur la planète de nouveaux polluants qu'on ne connaît pas encore bien, y compris les nanoparticules et d'autres. Mais la question, c'est de dire, est-ce que là, ce qui nous concerne, ce qu'on doit travailler, c'est ces déséquilibres du corps planétaire, ou est-ce qu'on doit regarder aussi que ce déséquilibre, c'est le déséquilibre du biotope humain? C'est pas tout à fait pareil si vous dites, voilà, prenez les transports en commun pour faire du bien à la planète, ou prenez les transports en commun pour vous faire du bien. On ne va pas tout à fait dire la même chose. Voilà, donc là aussi, c'est simplement pour vous amener à réfléchir de quoi on cause. En tout cas, ce qui converge, c'est qu'il y a urgence. Il y a urgence, l'urgence peut être estimée à quelques décennies, il y a des points de bascule qui sont passés, il y a des choses dont on ne mesure pas encore les effets, il y en a qui reviennent proches de l'équilibre, mais en tout cas il y a urgence. Alors, je voulais vous proposer aussi que sur ces questions, vous voyez, on a déjà vu que peut-être on ne pouvait pas forcément dissocier la planète de l'être humain, peut-être on peut s'autoriser, vous pouvez vous autoriser, à faire un raisonnement analogique. Par exemple, et si on regardait le corps planétaire en déséquilibre, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre des ressources, de la population, du climat, des cataclysmes, tout ça c'est pas du même ordre d'ailleurs, si on regarde.
C'est des équilibres peut-être au niveau de la planète qui a une formidable capacité à revenir à l'équilibre aussi, à tout moment. Hein, et tout un chacun commence à sait et connaît la puissance des réactions planétaires. On peut regarder aussi l'esprit planétaire. Peut-être que cet esprit planétaire, il y a une contribution forte de cette conscience collective humaine. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe aujourd'hui qu'on a des formidables ressources technologiques, on a un niveau de connaissance dans beaucoup de registres, mais peut-être que la question, c'est que ces technologies, on n'a peut-être pas la conscience à leur hauteur. À regarder la physique quantique, bon, on a pu en faire plein de choses, magnifiques, y compris en médecine, mais on a aussi fait la bombe atomique. Hein, et il en va de même pour toute évolution technologique, toute évolution de la connaissance scientifique, c'est une conscience que l'on peut avoir ou pas. Hein. Science sans conscience nous avertissait depuis quelque temps déjà le terme, mais bon, force est de constater qu'aujourd'hui, on a à la fois les ressources et on a les connaissances technologiques. Il y a d'autres fragilités dans cet esprit planétaire. Il y a cette formidable production de données. On peut se demander où elle va contribuer à quoi, hein, ce fameux big data, nous sommes surveillés de partout. Hein, et les utilisations qu'on en a vues récemment ne sont pas forcément très belles. Et pour autant, on pourrait l'utiliser aussi à diffuser des pratiques, des expériences. Patrick nous en a donné tout à l'heure, y compris en sophrologie. Hein, diffuser toutes ces pratiques, toutes ces expériences. Si vous regardez la télé, qu'est-ce qu'on a comme information? Plutôt ce qui ne va pas. Hein, et en même temps, on peut se poser la question de l'usage de ces données. L'intelligence artificielle fait aussi beaucoup de débats. Elle peut apporter le meilleur, mais elle pourrait apporter le pire. Hein. Donc on prend toute cette perturbation au niveau de l'esprit planétaire. Les fake news sur Internet, vous avez entendu parler aussi de ces fausses informations hein, qui circulent et qui peuvent faire basculer aussi beaucoup d'équilibres, l'équilibre politique notamment, la peur, hein, on en parlait pour la presse, pour les journaux, etc. Imaginez 30 secondes que demain vous décidiez pendant une semaine de tout éteindre, de lire aucun journal, d'arrêter la radio, d'arrêter la télé, de faire l'expérience et pendant une semaine de voir ce qui se passe. Vous allez voir, vous allez rencontrer les gens dans la rue, là vous allez vraiment avoir l'impression d'être extraterrestre. Peut-être que vous allez être très bien, qu'ils vont vous dire « Oh là là, t'as vu ?» Quoi? On a fait l'expérience avec les étudiants, c'est assez intéressant. La fin des experts aussi, ça peut avoir son bon côté, hein, cette non-confiance dans l'absolue vérité produite par les experts, puis en même temps, le fait que tout est remis en cause. On peut parler de populisme simplificateur, de démocratie paternaliste, etc. Et puis, il y a le corps planétaire en interaction. Il n'y a pas que l'activité humaine qui pose question. Hein, il y a aussi l'interaction avec le Soleil, avec les planètes, etc. Donc on vous pourriez hein, continuer à réfléchir en faisant des métaphores entre le corps, l'esprit humain, et le corps planétaire. Alors on peut se dire, est-ce que tout ça est en crise aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il y a une crise? Ou des crises? On entend beaucoup parler? Hein? Tu connais mon point de vue. Voilà, on en fait des tonnes. Alors simplement sur la notion de crise, où est-ce qu'on palpe bien quand il y a crise? Par exemple au niveau d'une entreprise. Hein, imaginez qu'on ait augmenté la capacité de production d'une entreprise puis que le marché s'écroule, là on voit bien ce que ça fait. Hein, tout un chacun, on peut avoir des moments de crise, voire des crises existentielles, entre ce à quoi on aspire puis le contexte dans lequel on évolue. Je pense que ça cause à beaucoup. Mais cette crise, on peut la regarder différemment. Notamment, les orientaux regardent la crise, si on regarde l'idéogramme chinois, certes, c'est un danger, c'est peut-être une alerte, mais c'est aussi un point de bascule et c'est une opportunité. Un autre exercice intéressant à faire, vous prenez aujourd'hui dans votre vie tout ce qui ne va pas,
puis en face, vous essayez de voir en quoi ça peut me permettre d'évoluer, de grandir, etc. En sophrologie, d'abord, d'ailleurs, le négatif, c'est pas ce qui nous fait forcément mal, ou ce qu'on n'a pas envie, ou ce qu'on n'aime pas. C'est ce qui n'est pas bon pour notre développement. Je crois que c'est à peu près juste. Oui. Merci Patrick. Tu notes que j'ai retenu ça. Non, parce que je reviens sur les bancs de l'école. Donc je dis à mes étudiants, souvent, je ne suis pas toujours une bonne élève. Mais, voilà. Donc, mais c'est intéressant. C'est même essentiel pour moi de faire ce retour et de regarder aussi les choses de cette manière. Donc la notion de crise, on pourrait beaucoup disserter là-dessus. Oui, c'est une rupture, oui, c'est une perturbation, mais c'est une formidable opportunité de transformation. C'est vrai au niveau personnel, mais c'est vrai aussi au niveau de la société. Et Patrick, tout à l'heure, faisait référence, je crois, à un scientifique qui disait aujourd'hui, moi, je veux changer de rail. On sait qu'aujourd'hui, on a changé de paradigme, on a changé de logiciel, on a changé d'échelle de regard. Et moi, si je vous fais un petit peu ce azimut, comme on dit, c'est pour vous autoriser à changer de regard, et pas forcément à emprunter le regard qui vous est proposé par tel ou tel expert. D'ailleurs, l'histoire nous montre que l'évolution de tout système vivant, quel qu'il soit, on le voit dans la biologie, on le voit dans la géologie, on le voit dans les sciences de l'homme, que toute évolution passe par des moments de rupture, et que la rupture est fondamentale. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Autre regard que je vous proposerai d'avoir, c'est de se dire, par rapport à cette urgence que l'on a, sur quoi agir ? Alors, on pourrait développer des réflexions sur les modèles économiques. Rassurez-vous, je ne vais pas aborder ça ce soir. Les différents modèles économiques, réflexions qu'il peut y avoir sur ce sujet. Il y a des gens extrêmement intéressants. Patrick en a fait venir plein au conseil de développement. Dominique, j'ai dit qui ? Tu vois ? T'as gagné un an dans ton parcours, là, t'as fini. Donc, il y a bien sûr énormément de ressources sur des personnes qui aujourd'hui pensent l'évolution des modèles. Les technologies, je l'ai évoqué, et j'ai un ami par exemple spécialiste des ressources énergétiques qui commence toutes ses conférences en disant il n'y a pas de problème de ressources énergétiques. Vous êtes d'accord avec ça ? Il y en a, oui, qu'on exploite plus ou moins, le soleil en est une. Maintenant, la physique nous montre aussi qu'il y a d'autres formes d'énergie, je ne vais pas développer, auxquelles on peut avoir accès, et que ces énergies-là, pour le moment, elles ne sont pas encore dans le champ marchand. C'est pour ça aussi qu'on ne les voit pas trop apparaître. La culture, l'éducation sont de formidables leviers de transformation. Nos comportements, la consommation. Vous voyez, c'est pas la peine d'être un grand philosophe. Vous avez beaucoup de cinéastes, d'acteurs, d'artistes qui ont évoqué ça. Colin Serrault, par exemple, combien de films ? La Belle Verte, tiens. Si vous l'avez pas, vous l'avez vu ? Voilà, elle est capable de dire dans toutes ces interventions que notre comportement de consommation, mais c'est un pouvoir extraordinaire que nous avons. Qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà, il y a des associations qui osent dire que finalement, même ma petite action à mon niveau, elle est essentielle. Fait partie d'un ensemble. Et puis ce matin, j'entendais Jean-Pierre parler du bien-être. Alors j'ai mis être entre guillemets parce que c'est le bien-être de ma petite personne, au sens corporel, émotionnel, etc. Mais aussi c'est ma qualité d'être dans le monde. La qualité d'être avec moi, la qualité d'être avec les autres, la qualité d'être dans le monde. C'est certainement, par les décisions, en tout cas, c'est une des dimensions essentielles. Puis il y a la gouvernance. C'est la manière dont on organise la société, les décisions, le fonctionnement des structures. Et puis il y a peut-être d'autres dimensions que vous avez. Mais il y a urgence. J'insiste sur l'urgence. Voilà. Alors, autre ouverture que je pourrais faire, pourrait se poser la question, mais comment on va piloter l'urgence ? En
Alors se dire, piloter l'urgence, moi j'ai eu l'occasion d'aller au sommet de la Terre, c'est Rio plus 20, donc 20 ans après le premier sommet, on était dans une grande cafétéria qui faisait presque la place Stanislas, et il y avait des salles autour où vous avez tous les représentants des différents États qui venaient discourir, on les voyait sur grand écran. On s'est dit finalement on ne va pas faire le tour des salles. C'est un de mes collègues de l'époque, un sénateur que je ne citerai pas, mais très ouvert, et qui me disait, mais oui, mais finalement tu as raison. Je lui ai dit, écoute, on se pose là, puis on va ressentir ce qui se passe. Déjà un peu fumé. Et finalement, on a eu la meilleure perception de toute la délégation française, hein, sur la conclusion qui est de dire ce que l'on voit, on entend, c'est que la solution, elle n'est pas dans le top-down. Elle n'est pas forcément dans les nouvelles lois, les nouvelles législations, les nouveaux mécanismes, les nouvelles formes de gouvernance au niveau des États. Elle est peut-être dans cet empowerment, dans cette agilité individuelle au niveau des territoires. Et les grands pouvoirs qui vont aujourd'hui, ou qui tentent aujourd'hui, ou qui pourraient tenter, hein, de transformer, que ce soit au niveau technologique, les grands domaines de recherche. C'est vrai que l'économie est souvent motrice de grands domaines de recherche. Les militaires, ils ont beaucoup de technologies, surtout dans différents domaines, mais l'énergie par exemple, eh bien l'expérience montre que la transformation, vu l'urgence, ne peut pas se faire par ce mouvement-là. Aucun leader, aucun dirigeant, aucune institution ne peut conduire, piloter cette transformation. Alors à vous de voir si vous êtes d'accord ou pas, mais il y a une forme de convergence que je voulais vous poser. Est-ce qu'on entend beaucoup de personnes, mais même le Conseil de développement, c'est qu'un des grands leviers de transformation, c'est qu'il y a la nécessité d'activer un mouvement social, hein, autour de ça, de transformer ces systèmes sociaux et de transformer la façon de faire. Alors on se dit comment on va faire pour transformer la façon de faire. Mais, et si pour transformer la façon de faire, on transformait notre qualité d'être? On est dans le sujet du jour, je crois. Hein, on est dans le sujet du jour. Et c'est vrai que la question c'est intéressant quand on écoute les différents niveaux de conscience que Caicedo propose. Il y a la conscience pathologique, il y a la conscience ordinaire, la conscience sophronique. Moi je me demande si la conscience ordinaire, elle n'est pas un peu pathologique pour la paix dans le monde, pour la terre, voilà. Et est-ce qu'on n'aurait pas l'urgence à passer à un autre niveau de conscience? Est-ce que c'est pas une clé? Question. Hein. En tout cas, cette centration, paradoxalement, sur notre bien-être, dans tous les sens du terme, c'est peut-être aussi quelque chose à explorer pour transformer cette relation aux autres. Jean-Pierre disait ce matin comment on peut être en phase avec une écologie plus large si on ne travaille pas son écologie personnelle, comment peut-on contribuer à la paix si on a paix en paix avec soi-même, etc., etc. Mais moi ça m'a frappé ces trois niveaux de conscience de Caicedo. Je me dis quand même, pour avoir pas mal été dans le monde réel aussi, et puis moi-même me surprendre en flagrant délit, si je puis dire, hein, flagrant délit de conscience ordinaire pathologique. Alors, il y a des appels depuis très longtemps. Hein, d'ailleurs, j'ai pas mis les noms exprès, pour que vous puissiez les deviner éventuellement, pour pas faire le jeu, mais qui nous dit, et si vous voulez faire le changement, commencez à faire la culture. Ça peut vous rappeler quelqu'un. Apporter le big data, non pas à ceux qui vont l'utiliser pour manipuler, mais peut-être à ceux qui, au plan local, voudraient œuvrer pour ces transformations. Aujourd'hui, on entend aussi des réflexions en disant « Ok, l'éthique, les valeurs, c'est bien, mais si, tout simplement, on n'était pas dans ce cadre des valeurs et de l'éthique, qui reste un nouveau cadre, et si, tout simplement, on était ici, là, maintenant, dans le discernement de ce qui est juste dans la situation. » Voilà, je vous le pose. Hein. Les mathématiques, hein, quand on fait un peu d'études en mathématiques, et la première chose, c'est que derrière tout problème posé, quelle est la question? Or, alors là, on pourrait faire le test, moi je le fais régulièrement avec des étudiants, je l'ai fait dans ma pratique territoriale, il y a un problème,
qu'est-ce qu'on fait quand on nous pose un problème? On va chercher la solution. Sans faire le pas de côté, qui est de dire, mais finalement, c'est quoi la question? À quoi véritablement on doit contribuer? Et si chacun, dans notre vie quotidienne, et dans tout ce que l'on faisait, avant de commencer à mettre en œuvre, concevoir des solutions, on faisait ce petit pas de côté. Alors ce petit de côté, il est essentiel pour l'innovation, mais il est essentiel pour tout le monde. Voilà, je vous passe, le 21e siècle sera spirituel ou pas, etc. En tout cas, on peut se dire que si les stratégies top-down portées par des leaders institutionnels sont pas forcément opérantes et sont à géométrie variable, peut-être que la diffusion culturelle, que cet empowerment, condition qu'on développe la capacitation pour faire intelligence collective, cette idée d'agir au niveau local, comme si le territoire, vous voyez qu'on parle de territoire, terroir, terre, était quelque chose qui était de l'ordre d'un corps local, et si on réfléchissait à agir comme ça. Et puis, dernier champ de réflexion que je voulais ouvrir, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on peut, sur cette dimension plutôt personnelle, sociologique, sociétale, considérer qu'on pourrait travailler sur 3 horizons, transformer les pratiques dans nos organisations. Certains viennent et sont encore dans le monde de l'entreprise, dans le monde des collectivités, dans le monde hospitalier, et on voit bien que beaucoup de pratiques sont aussi, génèrent beaucoup de fragilité, mais génèrent aussi beaucoup de pathologies, génèrent beaucoup de... Allez dans une institution, si vous faites de la sophrologie, il est fort probable que les cours vont être pleins. Dominique me relatait tout à l'heure que dans une institution que je ne citerai pas, il y a eu des cours de sophro qui ont été mis en place, ils sont pleins. Et effectivement, il disait, mais les responsables ne se posent pas la question de pourquoi ils sont pleins. Parce que, et moi j'ai vu dans les collectivités, mais j'ai vu dans l'entreprise, quelle souffrance. C'est normal, avec un niveau de conscience pathologique ordinaire, ça génère forcément pas mal de choses. Donc, repenser les rôles, travailler le bien-être, monter nos niveaux de conscience, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être par exemple, on pourrait dire et si, mais ça ce n'est que des si, c'est vous qui avez la réponse. Et si par exemple le système social paternaliste, on allait vers un système social plus adulte? Et si toute l'approche où on est en permanence dans les lois, dans le respect de la loi, dans les modèles, d'ailleurs les lois, vous avez remarqué que dès qu'il y a un problème, on fait une loi. Intéressant, hein? Puis on les cumule. On fait une norme aussi, dès qu'il y a un problème, on fait une norme supplémentaire. Voilà, vous voyez. Donc les modèles, les lois, cette approche descendante, l'éducation normative, depuis quand on a tous le même mode d'apprentissage? Donc c'était bien pour faire monter une tranche d'âge, mais aujourd'hui c'est vraiment une question à se poser. Moi première chose en créant l'école d'ingénieurs, c'est de dire, mais bon, ils n'ont pas tous le même modèle d'apprentissage. Donc comment on va vers des formes d'auto-apprentissage adaptées? Le pouvoir par la peur, bon, ça je crois que vous le savez tous, et quand on voit l'effet de la peur, moi j'ai bien aimé tout de suite dans les premiers ateliers que Patrick, l'effet de la peur, donc soit on fuit la situation, on se fige, ou on agresse. C'est quand même un petit peu ça qu'on a dans la société, non? Et donc comme on sait que ça agit là-dessus, c'est pas neutre. La peur devient levier, tout simplement. On pourrait projeter autre chose. Et dans beaucoup d'organisations, la peur est une forme de levier. L'illusion de la maîtrise du risque. D'ailleurs, ça c'est un apport fondamental de la physique. On sait que les systèmes vivants sont très indéterminés. Voilà, donc on pourrait réfléchir là-dessus. Repenser les rôles. On peut dire que peut-être les experts, les élites s'ouvrent à des autres rôles. Les rôles de facilitateurs, les rôles d'ouvreurs de conscience. On pourrait imaginer que l'autorité politique, au sens classique du terme, transforme sa pratique comme étant une capacité à impulser, une capacité à faire reliance. D'ailleurs, un exemple, au niveau économique, nous dire que l'autorité politique a les leviers pour transformer l'économie, c'est une illusion. Par contre, créer les conditions reliées, oui. Autre élément, être acteur de sa vie,
ok, c'est pas si simple que ça, parce qu'on a encore, là on est un peu schizophrène, on attend la solution de pas mal de personnes. Voilà, on pourrait continuer pour ouvrir un petit peu la réflexion. On est dans des visions qui évoluent vers une approche peut-être moins matérialiste, on est vers une évolution des pensées, tout ça se transforme. Et si, et là maintenant je vais demander à Patrick de venir pour faire la pratique, et si finalement ce que nous propose la sophrologie, c'est-à-dire l'exploration du lien entre le corps et la conscience, et si on à une autre échelle, et si on explorait le lien entre ce qu'on pourrait provisoirement appeler la conscience collective et humaine et le bien-être, dans tous les sens du terme, y compris qualité d'être, et le corps planétaire. Donc Patrick va nous lancer dans cette réflexion, et pour nous préparer à cette réflexion, nous allons avec mes 3 collègues qui vont faire la pratique, nous allons faire la pratique tous ensemble. Voilà. Et ensuite, comme ça vous savez sur quoi on va atterrir, en 15 minutes, en posture érigée. C'est-à-dire que tout le monde sera debout et se dirigera vers... Alors voilà, tout le monde va se diriger où il veut, il y aura Régine par ici, c'est toi là? Donc Régine par là-bas, c'est toi? Bon, bref, vous avez 2 paperboards et un tableau. Ceux qui le veulent, vous allez contribuer, c'est-à-dire qu'ils vont vous aider à contribuer sur 3 questions. Finalement, si tout était possible, comment je voudrais être dans le monde? Et donc ça va être un peu la phénodescription de la pratique que va nous proposer Patrick. Et sur cette base-là, eh bien, sur quoi agir? Comment contribuer? Et puis peut-être conclure, en tant que sophrologue ou en tant que praticien, je ne sais pas comment on peut dire, en tant que pratiquant, sophro-pratiquant, c'est ça? Sophro, voilà, ça veut dire. Sur quoi je pourrais imaginer agir? Sur quoi j'aurais envie de faire projet? Voilà, Patrick, je te laisse. Et bien voilà, je pense qu'on va se faire un petit temps de récupération, si vous voulez bien. Alors je vous propose de faire une pratique assez courte, mais néanmoins intéressante. Déjà faire un petit temps pour se relaxer de la tête aux pieds, soupirer à tous les étages comme on a fait tout à l'heure, pour se retrouver un petit peu avec soi, avec son propre corps assis sur cette chaise. De refaire une tension de tout le corps, mais peut-être en se mettant dans une posture plus sténique, c'est-à-dire décoller le dos du dossier, voilà, et puis faire une inspiration, tension de tout le corps, expulsion, et dans cette posture, eh bien, se poser la question, c'est si tout était possible, comment je voudrais être, vivre, me percevoir dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Voilà, juste comme ça. Et puis voilà, c'est pour juste se mettre en mouvement par rapport à ça, et puis faire ce lien entre mon moi intérieur, ma vie intérieure, et puis ces questions qu'on va poser après. Alors après, c'est libre, hein. Je veux dire, on va rajouter libre. Comment librement je veux me sentir, me percevoir, et puis être dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Je vous propose de vous installer du mieux que vous pouvez sur ces pratiques cet après-midi pour certains, et de constater l'environnement à droite, à gauche, qui se trouve là. Et puis se donner quelques temps de récupération. Pour cela, nous pouvons fermer les yeux, laisser de côté tout ce monde extérieur, en tout cas les stimuli sonores, lumineux, puis s'intéresser à notre installation confortable au fond de cette chaise. Nous nous relâchons au niveau de la tête, du visage, en relâchant la mâchoire, peut-être en passant la langue dans la cavité buccale, déglutissant. Relâchez le cou, la nuque, le larynx, le pharynx, les épaules. Doucement relâchez les membres supérieurs, les bras, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. Peut-être c'est un peu plus facile qu'au début de la journée.
entre ses membres supérieurs, constatez cette présence de notre respiration, calme et tranquille, qui s'installe, pour quelques instants de récupération. Relâche le thorax, l'abdomen, le bas du dos, le bassin, tous les muscles du bassin, les cuisses, les jambes, les membres inférieurs jusqu'au bout des orteils. Quelques instants pour effectuer une lecture sensitive et perceptive de cette présence, de mon corps, peut-être de la température, du chaud, du froid, de la pesanteur, légèreté, lourdeur, peut-être des picotements, des battements, des mouvements, tout ce qui est lié à cette présence que j'ai de moi-même est la bienvenue. Si c'est nécessaire, je peux soupirer pour éliminer les tensions physiques et mentales que je peux repérer dans différentes parties de mon corps. Les éliminer, les évacuer, tranquillement, à mon rythme, pour être de plus en plus confortable dans cette posture. Peut-être que je peux distinguer un instant, une sensation agréable au milieu du phénomène. Un sentiment de bien-être. La douceur du sentiment d'être vivant, ici, maintenant. Et c'est avec cette sensation agréable que je peux décoller mon dos du dossier, peut-être me pencher légèrement en avant, un peu comme si je voulais m'assoupir, puis effectuer une tension complète de tout le corps dans cette position. Inspiration, je relève la tête, je pousse les épaules en arrière et expulsion. Relaxe dans cette posture. Le menton légèrement rentré, les épaules légèrement en arrière, la pesanteur sur le bas-ventre. Les mains relâchées. Avec toute cette présence de mon corps, je peux me poser la question, et si tout était possible, comment je voudrais librement être, me sentir, me percevoir, vivre dans les jours, les semaines, les mois, les années qui viennent. Si tout était possible, comment je voudrais être dans ce monde-là, librement. Puis relax, relax, nous revenons au fond de la chaise, relaxation. Relâchons à nouveau la mâchoire, les épaules et les mains pour quelques instants d'intégration de la question. Nous allons terminer cette pratique, comme à notre habitude maintenant, en faisant quelques mouvements dans les chevilles, tendre une jambe, l'autre jambe, faire quelques mouvements dans l'abdomen, quelques mouvements dans le thorax, dans les épaules, les poignets, s'étirer, bâiller, tourner la tête à droite, à gauche, rouler les épaules, se donner le temps nécessaire d'une récupération complète, une remise en tension compatible avec notre activité future. Puis à l'instant où nous le désirons, nous pourrons ouvrir les yeux sur le monde extérieur, comme si c'était pour la première fois. Alors ce que vous pouvez faire, c'est partager votre description de la pratique, quelques mots avec votre voisin. Et puis ensuite, comme l'a demandé Claudine, notre stratégie pour développer ce sujet, vous dirigez vers un des tableaux ou via un agitateur, enfin, comment on te dit, un facilitateur. Un facilitateur
va nous aider à réfléchir. Voilà. Et puis, on a combien de temps? On va donner 15 minutes. Je propose même que votre phéno-description, ce soit la contribution à la première partie de question. Hein, alors, qui vient là? Voilà, facilitateur. Voilà, vous prenez le temps. Ceux qui veulent se déplacer autour des facilitateurs, vous déplacez. Les autres... Phéno-description écrite. Voilà. Et puis une fois que vous aurez restitué ce que Patrick a initié, a invité, ce que vous avez vécu pendant cette pratique, eh bien on peut tirer le fil simplement sur quoi agir et comment agir suite à notre expérience. Donc voilà. Ceux qui veulent aller autour de... C'est un changement initiatique, oui. Là, voilà, choisissez. Certains peuvent rester assis tranquillement. Après, la question c'est que voilà, si c'est des liens, besoin de cohérence, le moteur c'est la conscience, on l'a dit, etc. Après, c'est quoi les liens? Je rêve que ça fasse beaucoup de bien, mais pas seulement à moi, mais il faut que tu commences par moi. Remarquez comme c'est magique, on ne s'était pas coordonnés, hein, même on ne savait pas qui allait là. Et vous avez vu l'enchaînement, hein, là on est vraiment sur une ambition qui part de cette qualité d'être. Là on est sur quoi on peut agir dans l'organisation de la société. Et là on est sur, moi en tant que sophrologue, moi compte tenu de ce que j'ai envie d'investir, en quoi je peux contribuer à. Hein. Et pour conclure, moi ma conclusion elle sera simple, c'est cette page blanche. Finalement, si on se centre sur soi, si on prend confiance dans toutes ces ressources magnifiques que nous avons, ben oui, tout est possible. Et si on s'affranchit de tout ce que l'on connaît, si on s'affranchit de tout ce qu'on a vécu, si on s'affranchit de tout ce qu'on nous propose, ben peut-être qu'ensemble, et vous avez dans cette diversité qui s'organise naturellement, eh bien, on peut contribuer à transformer le monde. Et effectivement, on peut dire aussi, Patrick, que pratiquer la sophrologie, puisqu'on est là, enfin, travailler à cette qualité d'être, la diffuser, accompagner, comme vous l'évoquez, c'est un acte éminemment politique.